Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Un nouvel accord de principe est conclu entre la Fédération des enseignants de la province et le gouvernement. Le gouvernement de la Saskatchewan affirme avoir conclu un nouvel accord de principe avec la Fédération des enseignants de la province. L'annonce a été faite alors que les deux parties avaient repris les négociations mercredi. La présidente de la Fédération des enseignants de la province, Samantha Bickott, précise que ce nouvel accord est appuyé et recommandé par les deux parties. L'entente sera maintenant présentée aux membres de la Fédération des enseignants le 21 et 22 mai prochain. Ces derniers devront ensuite voter pour l'accepter ou le refuser le 29 et 30 mai. L'accord de principe englobe diverses questions clés discutées au cours des récentes négociations. Il reflète les efforts de collaboration des deux parties pour répondre aux besoins des élèves, des familles et des enseignants de toute la Saskatchewan, explique le gouvernement dans un communiqué. Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Jeremy Cockerill, espère que cet accord de principe sera finalisé afin d'offrir une certaine prévisibilité aux familles et aux enseignants. La province précise que les détails de l'accord seront divulgués au public en temps opportun. La semaine dernière, 90% des enseignants avaient rejeté l'offre finale proposée par le gouvernement provincial. Ce premier accord de principe était le résultat d'un long processus de négociation mené sur plusieurs mois entre les deux parties. Au total, 92,2% des membres du syndicat ont participé au scrutin. Jeudi soir, les enseignants ont approuvé un nouveau mandat de sanction pour le comité exécutif du syndicat. Ce dernier permet au comité exécutif d'imposer des sanctions au-delà de l'année scolaire en cours. Le mandat de sanction actuellement en vigueur doit prendre fin le 30 juin. Le bras de fer entre la Fédération des enseignants de la Saskatchewan et le gouvernement dure depuis plusieurs mois. En décembre 2023, la Fédération des enseignants de la province annonçait que les négociations en vue d'une nouvelle convention collective étaient arrivées dans une impasse. Des feux toujours actifs mais contenus par la pluie dans le nord-ouest du Manitoba. Les conditions pluvieuses combinées aux efforts des équipes de lutte contre les feux de forêt ont permis de contenir les flammes dans le nord-ouest du Manitoba selon la plus récente mise à jour de la province. L'incendie WE010 près de Flin Flon s'étend encore sur près de 37 000 hectares. La ligne d'arrêt près de Cranberry Portage a été maîtrisée, peut-on lire dans le dernier bulletin sur les incendies du Manitoba. Un ordre d'évacuation a poussé 675 résidents de Cranberry Portage à quitter leur logement le 11 mai. La consigne a été levée dimanche dans la matinée et des résidents ont pu regagner leur domicile. Malgré l'autorisation de retour, la fumée persiste dans certaines communautés. La province dit également avoir été avisée de drones survolant le plus gros des feux et volant près des aéroports dans la région. Les autorités rappellent que cela est illégal à cet endroit et représente un danger pour les avions. La route 10 reliant Cranberry Portage à Flin Flon a été rouverte, tout comme la voie d'accès Sheridan. La province indique cependant qu'un incendie près de Wendless se trouve à 2 km de cette même voie et pourrait réduire la visibilité des usagers. Le service ferroviaire a également rétabli entre Cranberry Portage et la Première Nation de Pukatawagan. La province établit un bilan provisoire de 8 propriétés détruites par les flammes à Sardo Bay, une résidence permanente, 5 logements saisonniers et 2 garages. Une famille a également perdu son logement à Twin Lakes. Les personnes dont la résidence principale se trouve dans les collectivités touchées par les incendies et qui ont été forcés d'évacuer dans ces communautés sont admissibles à une allocation d'évacuation de $200 au bureau administratif de Cranberry Portage jusqu'à vendredi, indique la province. Les chèques peuvent également être retirés à Flin Flon à partir de mercredi. Plus de la moitié des conseils scolaires testeront le nouveau programme d'études sociales. Des 61 conseils scolaires de l'Alberta qui utilisent le programme d'enseignement provincial, 35 ont accepté de participer au projet pilote portant sur le nouveau programme d'études sociales de l'école élémentaire de la province, indique le ministère de l'Éducation. Celui-ci devrait devenir obligatoire dans les écoles primaires à l'automne 2025. On dénombre 27 conseils scolaires publics, dont les 4 plus grandes divisions scolaires de la province et 2 conseils francophones parmi les institutions scolaires qui se sont portés volontaires pour participer au projet pilote. Le ministre albertain de l'Éducation, Dimitrios Nicolaides, s'est félicité mardi lors d'une entrevue en mentionnant que ce projet correspond vraiment à ce qu'ils espéraient, à savoir obtenir un échantillon représentatif et de qualité. Il a précisé que 12 écoles privées, 3 écoles à charte et une autorité éducative des Premières Nations testeraient également le nouveau programme à partir de septembre prochain. Le ministère souligne qu'il s'agit là d'une importante participation volontaire des conseils
scolaire au nouveau programme, alors que la précédente version du projet pilote, celle de 2021-2022, avait fait l'objet de vives critiques. Les écoles avaient jusqu'au 15 mai pour dire si elles étaient prêtes à tester la nouvelle version du programme. Le nombre d'enseignants et d'élèves qui participeront au projet pilote dès la prochaine rentrée scolaire n'est pas encore connu. Certaines écoles exigeront la participation des enseignants, d'autres leur laisseront le choix. L'opposition généralisée des éducateurs du public et des universitaires avait poussé le gouvernement provincial à reprendre le programme d'études sociales. Les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation indiquent que les écoles canadiennes devraient enseigner à tous les élèves les accords de traité et commencer les leçons sur les pensionnats de la maternelle. Le nouveau programme d'études sociales de la maternelle à la 6e année fait référence au traité, mais pas au pensionnat. Les drones présentent un danger pour les hélicoptères luttant contre les feux de forêt. Le maire de la municipalité régionale de Northern Rockies en Colombie-Britannique affirme que les particuliers qui manipulent des drones mettent en danger les hélicoptères utilisés pour lutter contre les feux de forêt près de Fort Nelson. Dans une vidéo sur Facebook, Rob Fraser dit que les pilotes de ces hélicoptères sont soumis à un stress énorme et ne peuvent pas toujours faire attention aux drones qui survolent les alentours. Il affirme que ces appareils vont les faire s'écraser. L'utilisation de drones près d'un feu de forêt est illégale en Colombie-Britannique. Ces appareils doivent respecter une zone restreinte qui s'étend sur un rayon de 9 km autour d'un feu et qui ne peut survoler à une altitude inférieure à 915 mètres. La réglementation fédérale établit une peine maximum de 18 mois de prison et une amende jusqu'à 25 000 $ pour ceux qui utilisent un drone dans une zone d'incendie. L'utilisation des drones enfreint également l'article 56 de la loi provinciale sur les feux de forêt sur l'interférence. Elle peut entraîner une peine maximum d'1 an de prison et une amende de 100 000 $. Par conséquent, le maire Rob Fraser menace de poursuivre le plus sévèrement possible toute personne qui ne respecte pas la loi. Il ajoute que ceux qui ont décidé de rester sur place malgré l'ordre d'évacuation ont endommagé des tuyaux de protection en roulant dessus avec leur véhicule et qu'ils ont traversé des zones de Fort Nelson à toute vitesse, ce qui met en danger les équipes sur le terrain. Rob Fraser dit qu'un travail préliminaire a été entrepris pour remettre Fort Nelson en état de marche en se concentrant sur les entreprises essentielles. Il demande aux évacués de faire preuve de patience pendant que la lutte contre les incendies se poursuit. Un nouveau chapitre pour les soins de santé à Yellowknife. Le bâtiment Kiwigwati de l'hôpital Stanton est prêt à ouvrir ses portes avec des services de santé centralisés. L'ancien hôpital, remplacé par un bâtiment neuf en 2019, s'apprête à rouvrir ses portes. La rénovation de l'ancienne infrastructure hospitalière a donné lieu au bâtiment Kiwigwati qui offrira bientôt des services de santé selon un modèle de regroupement des services. Les rénovations sont achevées, mais certains équipements seront livrés dans les prochains jours. L'objectif est maintenant de terminer l'installation pour qu'elle soit opérationnelle avec un emménagement et un début des services en 3 phases échelonnées. Lundi, les responsables de l'ASTNO ont fait visiter les nouvelles installations aux journalistes. Il est vrai que certains meubles et équipements manquent encore, mais le bâtiment semble présenter de bonnes conditions structurelles et logistiques pour la prestation de divers services. Le respect des traditions autochtones est évidemment dans le bâtiment, qui dispose même de salles de guérison spirituelle et d'une cuisine pour les personnes qui préfèrent cuisiner des aliments traditionnels à partir d'animaux qu'ils ont chassés. À partir du 24 mai 2024, les équipes de soins intégrées du centre de soins primaires de Yellowknife et de la clinique de santé communautaire Frame Lake, ainsi que le personnel des services de réadaptation ambulatoire du centre Square Mall et de la clinique médicale Stanton commenceront à opérer dans le bâtiment Kiwigwati. La phase de déménagement durera jusqu'à la mi-juin 2024. Ensuite, en juin 2024, commencera le transfert de personnel et des patients des soins prolongés de l'hôpital territorial Stanton vers le bâtiment Kiwigwati. En ce qui concerne les soins de longue durée, la planification est encore en cours et les détails seront bientôt confirmés. L'installation de services dans ce nouveau bâtiment est une occasion favorable d'optimiser les processus pour mieux répondre aux besoins des résidents et améliorer l'accès aux services de santé. Nunavut échoue au bulletin de pauvreté. Le premier rapport annuel publié pour l'Association des femmes inuites du Nunavut fait une évaluation sévère et propose des recommandations. De nombreux Nunavummiut luttent contre l'insécurité alimentaire, ce qui entrave leurs accès à une alimentation nutritive et culturellement appropriée. Une autre priorité de l'Association des femmes inuites du Nunavut est de veiller à ce que tous les résidents du territoire aient accès à des options alimentaires saines et abordables. L'Association des femmes inuites du Nunavut a publié un premier bulletin
bulletin annuel sur la pauvreté accablante, mettant en évidence les dures réalités auxquelles sont confrontées les populations les plus vulnérables du Nunavut. L'association appelle à une action urgente pour résoudre ces problèmes systémiques qui perpétuent la pauvreté et l'inégalité dans les communautés du territoire. L'Association des femmes inuites du Nunavut est une organisation qui défend les droits et le bien-être des femmes et des familles inuites au Nunavut. Les conclusions du bulletin de pauvreté de cette année montrent clairement qu'il est nécessaire de changer les méthodes de lutte contre la pauvreté et ses implications futures. Les trois principales conclusions du rapport sont les suivantes. Taux de pauvreté des enfants. Le Nunavut continue de voir des taux de pauvreté infantile alarmants, avec un pourcentage significatif de nos enfants vivant dans des conditions de précarité économique. Insécurité alimentaire. De nombreux Nunavummiut luttent contre l'insécurité alimentaire, ce qui entrave leurs accès à une alimentation nutritive et culturellement appropriée. Impact continu de la COVID-19. La pandémie de COVID-19 a aggravé les problèmes socio-économiques des populations vulnérables, exacerbant les inégalités existantes. En résumé, l'Association des femmes inuites du Nunavut exhorte tous les niveaux de gouvernement, les dirigeants autochtones et les parties prenantes communautaires à prendre au sérieux les conclusions du bulletin de pauvreté et à apporter des changements structurels. Le fil sportif. En Saskatchewan, une caméra installée au plafond d'une patinoire a dépassé son objectif initial. Destinée à la diffusion en direct des matchs, elle a également capté un affrontement lors d'un match de hockey. Selon les responsables, cet enregistrement a contribué à responsabiliser le comportement des entraîneurs et des joueurs. Placée au centre du plafond de l'aréna Harold Latras de Saskatoon, la caméra a capté un gardien de but quittant précipitamment son filet pour se diriger vers le banc de l'équipe adverse. Les images montrent le joueur brandissant son bâton de gardien et donnant 2 coups à l'entraîneur adverse avant que son bâton ne soit retiré et que les arbitres ne l'escortent hors de la glace. L'incident a été signalé à la police de Saskatoon, mais l'entraîneur a choisi de ne pas porter plainte. L'animateur de longue date du réseau TSN, Darren Dutchison, est mort mercredi à l'âge de 57 ans. Le réseau de télévision spécialisé dans le sport a annoncé la nouvelle jeudi matin. Le Saskatchewanais né à Regina et ayant grandi à Porcupine Plain a aussi contribué au reportage de la chaîne lors des activités de la Ligue canadienne de football et des Jeux olympiques de 2010 et 2012. La cause du décès n'a pas été dévoilée. Dans une publication de sa famille, elle a indiqué qu'il avait rendu l'âme entouré de ses proches. M. Dutchison avait dévoilé le 9 septembre 2021 qu'il était atteint du cancer de la prostate. Il avait passé 1 an hors des ondes afin de recevoir des traitements. La revanche des Gold Eyes pour leur premier match à domicile cette saison. Les Gold Eyes de Winnipeg ouvrent leur saison à domicile mardi soir au stade Blue Cross Park avec une rencontre contre les Ducks de Chicago. L'équipe espère un nouveau départ après une première série de 10 rencontres à l'extérieur et un bilan en demi-teinte. L'équipe de baseball winnipégoise aborde la rencontre avec une fiche de 3 victoires et 7 défaites. L'an dernier, les Gold Eyes avaient conclu une des pires saisons de leur histoire avec une fiche de 43 victoires et 57 défaites et une 11e place dans une ligue de 12 équipes. Les Oilers ont raison des Canucks et passent au 3e tour. Les Oilers ont été plus affamés que les Canucks dès les premières instances du match numéro 7 de leur série de demi-finale d'association lundi et ont remporté l'ultime rencontre 3-2. Edmonton accède ainsi au 3e tour éliminatoire et a maintenant rendez-vous avec les Stars de Dallas. Cody Cecchi, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins en avantage numérique avaient inscrit les buts des Oilers en 2e période. Evan Bouchard a récolté 2 aides dans la victoire. La série entre les Oilers et les Stars s'amorcera jeudi à Dallas. Les matchs 3 et 4 seront joués à Edmonton lundi et mercredi prochain. La Coupe Slush 2020 au Parc national Banff se déroulait le 94e Coupe Slush, cette compétition ludique qui consiste à s'élancer le plus loin possible dans une piscine glacée. Cet événement traditionnel marque la fin de la saison de ski. Émilie Bouguedja obtient son billet pour Paris en planche aérotractée. La Vancouveroise Émilie Bouguedja a décroché son billet pour les Jeux olympiques de Paris en planche aérotractée, soit kiteboarding, grâce à son premier rang au classement des essais olympiques canadiens. Dimanche au championnat du monde de Formula Kite, 2e et dernière compétition du procès de qualification dans cette catégorie à Hierès en France, Bouguedja a conclu au 40e rang en ajoutant sa 25e position lors de la régate du trophée Princess à Sofia le mois dernier. Elle obtient le meilleur score et le plus bas, soit 65 points chez les Canadiennes en lice dans cette épreuve. La Québécoise Marie-Ève Maynard a suivi au 2e rang avec 69 points devant l'Ontarienne Natalia Leshko avec 76 points et Martina Dakowitz avec 78 points. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.